Salut à tous, il y a pas très longtemps sur la chaîne j'ai sorti une vidéo cinématique tournée à la montagne à Verbier avec niveau matos, le drone DJI Mavic 3, on a également des plans FPV avec la caméra du DJI O3 et pour ce qui est des plans au sol, tout est tourné à la FX3 et on a également des time-lapse toujours avec la FX3. Tu as vu le projet fini, le résultat final, mais tu n'as pas vu tout le travail qu'il y a derrière. Alors malheureusement, j'ai pas filmé tout ce qui est tournage, mais par contre, j'ai enregistré mon écran sur tout ce qui est phase de montage et donc dans cette vidéo, on va voir étape par étape, en accéléré bien évidemment, et bien comment je me suis organisé pour le projet, que ça soit l'organisation du projet en général, la partie montage, la partie étalonnage, sound design. Je pense que ça peut être très utile, surtout si tu as suivi toutes mes précédentes vidéos sur DaVinci Resolve, que ce soit encore une fois la partie étalonnage, sound design, montage, etc. Puisque finalement cette vidéo, le projet que l'on va voir, c'est la démonstration de tout ce qu'on a vu avant. Première étape, ça paraît con, mais c'est d'organiser son projet dans son explorateur de fichiers. Donc moi, comment je procède, j'ai tout ce qui est export juste ici. Après, je vais avoir tous mes plans FPV. Alors dans les plans FPV, l'idéal c'est d'avoir plusieurs dossiers entre les plans bruts de la GoPro et puis les plans qui sont stabilisés. Là, tu vois, moi j'ai tout mis dans le même répertoire. Petit conseil aussi, quand tu exportes les fichiers de ton boîtier, quel qu'il soit, n'oublie pas également d'exporter les fichiers XML. Tu vois, c'est ces petits documents et ça va te permettre d'utiliser les métadonnées de ta caméra pour pouvoir soit stabiliser les plans, soit d'avoir certaines informations lors du tournage. Donc voilà, ça peut vraiment être très utile, surtout que ça prend vraiment zéro place. Donc moi je les garde toujours pour pouvoir stabiliser mes plans sur Catalyst. Donc Catalyst, tu vois, c'est ce petit logiciel qui est juste là et ça va te permettre de stabiliser les plans de ta caméra Sony. Alors ça paraît con, mais je préfère le préciser puisque ça m'est arrivé il y a vraiment pas très longtemps. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres, mais bon, ça m'est arrivé de perdre tous mes fichiers sur mon disque principal. Il a tout simplement pété. Voilà, j'avais un disque NVMe vraiment haut de gamme qui coûte dans les 400 balles. Alors après, je sais que le prix ne fait pas la qualité, mais quand même. Et pour X raisons, enfin bref, on va pas en parler dans cette vidéo, sinon ça prendrait trop de temps. N'oublie surtout pas de faire tes backups. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et puis tu le vois maintenant, je suis équipé. J'ai deux NVMe de 4 Tera, donc j'ai un premier NVMe sur lequel je travaille, et puis le deuxième qui me permet de faire tous mes backups. Ça, c'est mes disques de travail. Et puis après, quand je veux archiver mes projets, je vais avoir mon NAS qui est juste là, qui fait 12 Tera, mais il est en RAID, donc ça me fait 6 Tera à peu près, et ça me suffit. Encore une fois, même pour le projet dans DaVinci Resolve, tes plans, ils doivent être backup, donc en 2 ou 3 copies, mais également le projet DaVinci Resolve. Moi, personnellement, tous les projets DaVinci Resolve, et puis dans tous mes logiciels de création, ça sauvegarde directement sur le disque interne de mon Mac, mais si jamais mon Mac il a un problème ou que bref il y a des fichiers qui sont supprimés, je perds tout mon projet DaVinci ou autre logiciel. Moi je travaille sur Mac, mais tu as plein d'autres manières sur Windows, c'est également le cas sur Windows. Je sauvegarde tout directement sur mon NAS. Voilà, dès que mon NAS il est allumé, donc tous les jours c'est automatique, il fait mon Mac fait sa sauvegarde sur mon NAS, comme ça tous les projets sont sauvegardés, et puis également toutes mes données perso. Dans la bibliothèque de médias de DaVinci, c'est également le même processus, donc tu vas créer plein de dossiers pour pouvoir t'organiser. Tous ces dossiers là tu peux très bien les faire à la main, ça marche très bien, mais ce que je peux te recommander, c'est de créer un dossier directement sur ton disque, un dossier qui va te servir de brouillon, et puis après que tu vas dupliquer à chaque fois, et en fait ça va te permettre d'avoir exactement les mêmes dossiers à chaque fois. Donc par exemple, si pour chaque projet tu crées un dossier ressources, caméra, FX3, timelapse, musique, etc., tu peux te créer un dossier brouillon dans lequel tu vas mettre exactement la même architecture et que tu vas dupliquer à chaque fois pour pouvoir les attribuer à chaque projet. Et une fois que tu as importé tous tes fichiers, que tout est bon, au lieu de recréer tous ces dossiers là directement dans la bibliothèque de médias de DaVinci, tu as juste à prendre tous ces dossiers là et puis à les glisser non pas ici, mais directement ici, là tu vois où il y a tous les dossiers. Donc là je lâche et puis ça va importer tous mes dossiers. Une fois que tu as importé tout ça, tu peux également utiliser des codes couleurs pour pouvoir t'organiser. Moi par exemple, tous mes plans drone, tu vois, les plans au Mavic 3, ils ont un petit drapeau bleu, tu vois, mais tu peux leur mettre le drapeau que tu veux, voilà. Et puis après, tous mes plans tournés à la FX3, ils ont un code couleur orange. Donc ça va me permettre dans ma timeline directement d'avoir tous les plans à la FX3 qui sont en orange. Les plans FPV, ils sont juste là, tu vois, ils sont en rose. Et à l'étalonnage, ça va me permettre également de trier tous mes plans. C'est hyper pratique. Pour tout ce qui est paramètres de ce projet, je me suis mis en Ultra HD, donc au format 16 neuvième. Pourquoi 16 neuvième alors que j'ai mis des bandes noires en haut et en bas pour être au format ciné? Tout simplement parce que la plupart des personnes vont regarder cette vidéo sur YouTube, forcément, c'est sur ma chaîne. Et quand tu regardes ça sur YouTube, tu n'as pas les bandes noires qui apparaissent en haut et en bas. Ça va directement cropper ta vidéo. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait les bandes noires. Et donc, en me mettant au format 16 neuvième, ça m'a permis de manuellement mettre des bandes noires en haut et en bas. Tu vois, ça, c'est des bandes noires. Et pour ce qui est de la gestion des couleurs, moi, mon espace colorimétrique de destination, je l'ai mis en Rec 709A parce que je travaille sur Mac. Et puis après, pour tout ce qui est espace colorimétrique de la timeline, là, je me suis mis en Rec 709 quand j'avais créé le projet, sachant que la vidéo, il me semble que je l'ai faite il y a 3 mois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, je travaille plus du tout de la même manière, en fait. J'ai appris pas mal de trucs. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je ne mets plus du tout mon espace colorimétrique de timeline en Rec 709, mais je me mets directement en Wide Gamut, DaVinci Wide Gamut, tu vois, intermediate. Et ça va te permettre d'avoir un espace colorimétrique de ta timeline
beaucoup plus large. Donc voilà, mets-toi en DaVinci ou AdGuy alors par contre te trompe pas, à destination ça doit bien être en Rec 709 ou Rec 709A si tu es sur Mac. Je t'ai fait une vidéo sur tout ce qui est pourquoi il faut se mettre en Rec 709A si tu es sur Mac. Pour ce qui est des timelines, moi je te conseille d'avoir plusieurs timelines. Une première timeline que moi j'appelle T1. T1 c'est ma principale, mais je te conseille surtout d'avoir dans un premier temps une timeline dérush, tu vois. Et puis c'est dans cette timeline là que en fait tu vas faire ton dérush. Donc tu vas prendre vraiment tous tes plans et tu vas les trier. On va pas rentrer dans les détails de comment faire un dérush parce qu'il y a plein de manières de le faire et puis chacun travaille différemment. Mais l'idée du dérush, voilà, c'est vraiment d'avoir tous ces plans qui soient déjà prédécoupés. Donc toutes les parties qu'on va pas utiliser parce que soit ça tremble ou que bah c'est pas bon, hein, finalement on sait que le rush est nul, et bien hop ça part à la poubelle et puis tu gardes uniquement les moments que tu penses que tu vas utiliser. Ensuite l'idée forcément plus t'as de plans bah plus c'est le cas, et donc en un instant tu vas pouvoir te repérer très facilement, surtout si tu travailles à plusieurs. Donc là bam, je sais que orange c'est mes plans qui sont tournés à la FX3, des plans au sol. Pourquoi faire tout ça dans une deuxième timeline des rushs? Eh bien tout simplement parce que je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais tu peux monter sur plusieurs timelines. Moi c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc là je vais avoir ma première timeline des rushs qui est prêt à l'emploi avec tous mes plans qui sont exploitables, et puis juste au-dessus en fait tu vas créer une deuxième timeline. Donc sur DaVinci tu vas cliquer sur ce petit logo là à gauche et puis sur Display Stacking Timeline. Ça va te permettre, tu vois, de te balader de timeline en timeline, mais c'est pas très pratique. Donc en fait tu as un logo qui est juste à droite, tu vois, et ça va te permettre de monter sur plusieurs timelines. Donc ici j'en ai 2, mais je peux également monter sur 3, sur 4, je sais même pas jusqu'à combien on peut monter, mais je crois, il me semble que tu peux vraiment monter sur pas mal de timelines, et ça tu vois ça va te permettre de t'organiser. Tu peux monter de timeline en timeline, c'est vraiment hyper pratique. Donc ici je vais avoir mon dérush, tu vois, je peux réorganiser ma page. Je prends ce plan, je le glisse juste là. Alors après tu as plusieurs manières de fonctionner, soit tu fais simplement un glisser déposer, ou sinon une autre méthode c'est que tu fasses un commande X, tu vois, tu fais un commande X et un commande V juste là, et ça va te permettre de mieux t'organiser. Donc dans des rushs il va te rester uniquement les plans que tu n'as pas utilisés. Donc on est parti. Comment j'ai procédé? Déjà première étape c'est de sélectionner la musique. Alors moi c'est comme ça que je fonctionne généralement, je préfère vraiment choisir ma musique dans un premier temps, puisque bah c'est la musique qui va faire que est-ce que on va être sur une vidéo plutôt posée ou qui est plutôt rapide. Donc voilà, moi pour mes prods je veux vraiment que ce soit ma vidéo qui s'adapte à la musique et pas l'inverse, puisque je compose pas. Donc voilà, c'est une très longue étape de choisir sa musique, mais c'est vraiment très important. Vraiment prends le temps, parfois ça peut prendre plusieurs heures, mais c'est nécessaire. Alors moi, et puis c'est le cas vraiment de je sais pas combien, mais peut-être 80% des créateurs, des filmmakers, eh bien j'utilise Artlist. C'est pas du tout sponsorisé, je paye mon abonnement. Artlist c'est une plateforme de créateurs sur lequel tu trouveras vraiment toutes les musiques dont tu auras besoin pour tes projets, quels qu'ils soient. Tu as tout ce qui est SFX, donc les bruits d'arbres, l'eau, les rivières, etc. Enfin tu as vraiment tout ce que tu veux. Et puis en fonction de l'abonnement tu as également des plans, enfin tu as n'importe quel type de plan, et puis c'est des plans qui sont tournés généralement avec des caméras cinéma. Si jamais ça t'intéresse, il me semble que tu as même des mois gratuits, et bien je te mets le lien dans la description, et puis tu peux également passer par mon lien, tu vois, il est juste là. En passant par mon lien en fait, si tu prends un abonnement, et bien ça va me permettre d'avoir 2 mois gratuits. Voilà, c'est plutôt cool, ça permet de soutenir quoi. Une fois que j'ai sélectionné ma musique, et bien je vais essayer de voir ce que je vais pouvoir faire avec. Je vais essayer de sélectionner les passages, même chose que pour le dérush, hein. Là c'est le dérush de la musique. Je vais regarder les passages qui m'intéressent le plus, lesquels je pense utiliser dans ma vidéo. Donc imaginons, je pense que ce passage il peut être cool pour l'introduction, et bien je peux faire un in, un out un peu plus loin, voilà, assez grossièrement. Je le glisse dans ma timeline. Donc là ça va être le début. Ici je trouve une musique, la fin elle est plutôt pas mal, je peux prendre la fin directement, hop, là ça peut être la fin de ma vidéo. Ici la musique elle monte tout de suite en rythme, j'ai pas les termes techniques en audio, mais bref ça monte tout de suite. Donc là je vais prendre ce passage là et puis je pense faire une transition. Donc voilà, le but c'est d'essayer de voir, d'aligner les musiques pour faire des transitions, pour voir un petit peu comment je vais pouvoir diriger la vidéo finalement. Donc moi c'est comme ça que j'ai procédé, j'ai pris mes musiques au fur et à mesure, parfois je les superpose pour essayer de voir après en solo, en lecture, qu'est-ce que ça fait si je choisis telle musique plutôt qu'une autre. À partir de là je vais commencer en superposant mes timelines comme ça avec mon dérush juste en dessous, et bien de créer un montage, tu vois, je glisse mes plans au fur et à mesure, je réajuste ma musique, et puis une fois que ça y est, le projet commence réellement à bien démarrer, j'ai bien trouvé l'accroche au début, et bien je vais essayer de tout caler, donc mes musiques soient bien positionnées, puisque si j'ai besoin de réajuster ma musique, donc de la décaler de 2-3 images par la suite, et bien ça fait que après je vais devoir décaler tous mes plans. Imaginons, tu vois, là j'ai besoin de décaler, je me rends compte que j'ai besoin de décaler cette musique, tu vois, de quelques images, et bien tous les plans qui étaient synchronisés sur ma musique au début de la vidéo, et bien je vais devoir les réajuster, les décaler avec ma musique. Donc bref, ça va foutre le bordel si tu montes ta vidéo par rapport à la musique, donc en se servant du rythme de la musique pour jouer le rythme de la vidéo, et bien fais en sorte que ta musique soit vraiment bien positionnée dès le début, parce que sinon et bien tu vas devoir faire plein de réajustements. Donc une fois que j'ai positionné tous mes plans, que mes transitions commencent à se faire, que je commence à avoir des idées de transition, bam, je me dis que ce plan là il est plutôt cool, je vais essayer de le mettre juste après celui-là. Par exemple là j'ai trouvé le rythme de la musique particulièrement intéressant pour faire une transition un peu dramatique et puis passer sur les plans au sol, juste là.
et puis après ça s'accélère et puis boum, je passe sur les plans FPV. Alors là, j'ai pas mis l'étalonnage, hein, je l'ai désactivé pour pouvoir lire en direct. D'ailleurs, en parlant d'étalonnage, forcément, tous mes plans, ils étaient en log. Et quand tu montes, c'est pas forcément super agréable. Donc si tu as besoin de te mettre une petite lutte de prévisualisation très rapidement, ce que tu peux faire, eh bien tu vas dans ton dossier, par exemple FX3. Ici, je sais que tous mes plans sont en S-Log3. Eh bien, je vais faire clic droit, je vais faire lutte Sony. Ça va m'appliquer une petite lutte que je vais désactiver par la suite. Donc là, on arrive au moment où voilà, tous mes plans sont organisés, sont sur ma timeline, tout est good. Il est l'heure de passer tout ce qui est sound design et étalonnage. Alors moi, j'ai préféré faire d'abord mon sound design plutôt que l'étalonnage, tout simplement parce que je me suis dit, si je fais mon étalonnage d'abord avec tous mes tracking, tout est bon et tout ça, enfin vraiment tout est nickel, faut surtout pas que ça bouge, et que après je fais mon sound design et je me dis, ah tiens, tel plan, ça serait bien de le bouger de tant d'images, et bien ça m'aurait fait du travail en plus, donc j'aurais besoin de refaire tous mes tracking, etc. Et puis surtout, l'interface est beaucoup plus intéressante. Si tu veux travailler avec tout ce qui est equalizer et les automatisations, et bien il y a que là-dedans que tu pourras faire ça. Juste avant le mixage et tout ça, hein, vraiment en premier lieu quand j'ai ouvert Fairlight, ça a été de réaliser les transitions entre mes musiques. Alors déjà de base, la règle pour pouvoir faire une transition entre plusieurs musiques, forcément quand elles sont différentes, tu peux pas faire un cut comme ça n'importe comment, il faut que tu regardes bien ta forme d'onde. Donc imaginons là, tu vois cette musique là, ta forme d'onde elle baisse, tu vois le niveau baisse, et puis à ce niveau là, tu vois ta musique, le niveau il commence à monter, et bien peut-être à cet endroit là, tu pourras faire la transition entre ces deux musiques là. Moi ici, la première transition entre ces deux musiques là, elle s'est faite à cet endroit là, donc ça déjà de base, sans aucun effet, rien dans l'équaliseur, aucune transition ni rien. Voilà comment se fait la transition. Et ce que j'ai appliqué ensuite, c'est que j'ai mis un petit fondu, puisque on peut entendre que on entend la musique qui s'arrête brutalement, cette musique là. Donc j'ai tout simplement fait un petit fondu comme ça, un simple fondu, ça a suffi. Cependant, sur la deuxième transition de la dernière musique, je te fais écouter comme ça tel quel les deux musiques qui sont juste chevauchées l'une sur l'autre. Tu vois, la transition se fait pas extrêmement bien. C'est pour cela que j'ai commencé par appliquer deux fondus. Donc un premier fondu qui est très très léger sur la deuxième musique, et puis sur la dernière musique, donc la troisième, celle qui prend le relais, j'ai appliqué un fondu qui est beaucoup plus progressif. Une fois que j'ai appliqué ce fondu, regarde ce que ça donne. Mais je trouve que c'est pas encore ça, tu vois, c'est pas idéal, on entend encore quand même pas mal la deuxième musique. J'ai utilisé les automatisations dans DaVinci Resolve avec l'équaliseur. Donc je vais les activer maintenant en appuyant sur ce bouton. Et puis là, si je sors mon EQ, je vais te montrer cela. Et bien tu vois, j'ai une petite automatisation et tu peux entendre que c'est beaucoup plus smooth, que la transition se fait beaucoup plus facilement. Alors comment ça fonctionne? Encore une fois, on n'est pas là pour un tuto montage, hein. Je te montre comment j'ai fonctionné sur ce projet. Donc là on peut voir que ma musique, elle est sur la piste numéro 4, musique numéro 2, tu vois. Donc je vais aller chercher dans mon mixeur, piste numéro 4, tu vois, c'est celle-ci. J'ai double-cliqué sur mon équaliseur. Encore une fois, je suis loin d'être un pro en audio, donc c'est possible que je vais pas du tout utiliser les bons termes, mais ça va te permettre de moduler ton audio en fonction de sa fréquence. Donc imaginons que tu as une certaine fréquence que tu veux mettre en avant ou que tu veux mute tout simplement, et bien tu peux faire ça à l'aide des différentes bandes, des différents points qui sont juste là. Il bouge en partant des hautes fréquences, donc ici on est sur les basses fréquences, ici les hautes fréquences, donc les aigus. Donc il arrive d'abord dans les aigus et puis hop, il monte vers les graves. Hop. Ce qui fait que ça, je trouve, hein, encore une fois, j'ai pas du tout les bons termes, je suis loin d'être le pro, ça amène vraiment la transition. Alors après, comment faire ça? Parce que l'équaliseur tel quel, il fait rien, il n'y a pas d'automatisation. Eh bien, il va falloir directement que tu actives les automatisations juste là et que tu déplies les réglages. Et puis à partir de là, on va pas refaire le tuto, mais dans tes pistes, tu affiches directement l'équaliseur et la bande que tu veux moduler pour pouvoir la visualiser. J'active l'enregistrement de l'équaliseur et puis hop, je lance l'enregistrement, j'appuie sur play. Tu vois, ça me permet de moduler directement mon audio en fonction de sa fréquence. Et puis après, donc là, on peut voir que c'est vraiment ce que j'ai enregistré avec l'équaliseur. Mais ce que tu peux faire, si jamais ça ne te convient pas et que tu as vraiment des tout petits ajustements à faire, eh bien, tu peux prendre le crayon qui est juste là. Et ce crayon-là, il va te permettre de refaire tes courbes, refaire les ajustements. Imaginons que là, tu t'es foiré, tu as envie de directement reprendre au niveau normal. Eh bien, avec le crayon, tu peux faire ça. Les automatisations, c'est quelque chose qui m'a servi pour pouvoir faire mes transitions, mais également pour changer l'ambiance directement dans ma vidéo. Il y a des moments où voilà, j'ai envie que ça soit les SFX qui prennent le devant et qu'il y ait quasiment plus d'audio, ou qu'on entende uniquement les aigus, les hautes fréquences. Et bien j'ai utilisé l'équaliseur. Encore une fois, par exemple, à ce moment là, tu vois, je te montre un petit peu au plan. Et bien on peut voir que c'est le vent qui a repris le devant sur la musique. Tu vois, si je te désactive ça, ça passe, mais on entend quand même encore vachement la musique. Ça, je l'ai refait à un autre endroit, je te montre ici.
Tu vois ici pour ajouter cet effet un peu stressant d'altitude et tout ça, un peu comme si on avait le vertige, hein. Et bien je suis venu descendre les basses, les moyennes fréquences. Et puis en arrière-plan ici, tu peux voir si je le mets en solo. Je suis venu sélectionner un passage d'une musique que j'avais bien aimé, où on a juste cet effet, tu vois, cette touche de piano qui est plutôt amusant. Et puis maintenant, si on écoute uniquement la musique. Voilà, et puis maintenant uniquement le son du vent. Et maintenant les trois ensemble. Et puis après, pour tout ce qui est sound design, eh bien, il faut tout recréer. Encore une fois, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie eh bien, d'amener une immersion complète avec vraiment tous les SFX qui sont recréés, comme j'ai pu faire. Là, on peut voir que quand il marche, tu vois, si j'enlève la musique, eh bien, on a vraiment tous les sons. Là, on a du vent. Ensuite, là, on a le bruit du feu quand il marche. Là pour le ski je trouvais pas le son idéal, donc j'ai enregistré la fermeture de ma pellicule. Je trouvais que c'était plutôt représentatif. Puis je trouve que avec la musique eh bien ça se lit plutôt bien. Ok, et puis après comme tu peux voir là j'ai plein de petites clés qui me permettent de monter le niveau à certains moments du vent. On a également pour les SFX c'est cette partie là, tu vois, si j'appuie, si je me mets en solo et que je te mets ça, eh bien tu vas entendre que là le son de ce SFX là il provient de la droite, tout simplement parce que l'arbre il est à droite. Donc pour cela tu peux utiliser le pan. Alors moi pour ces petits SFX là j'utilise directement le pan dans l'inspecteur qui est juste là, mais si tu as besoin de l'appliquer sur toute la piste, eh bien tu as également le pan de la piste qui est juste là. Même chose ici sur ce passage, tu vois là, alors là j'ai pris un autre SFX, tu vois, il est plutôt long, et bien là j'ai modifié l'équaliseur, tu vois, si je te le fais écouter comme ça, et maintenant ça c'est sans l'équaliseur. Tu vois, ça a vraiment rien à voir là, c'est beaucoup plus aigu, ça fait beaucoup plus vallée, style un peu, voilà, on prend de la vitesse, on prend le vent quoi. Pour tout ce qui est mixage, donc c'est vraiment l'uniformisation du niveau audio sur toute la vidéo, et puis surtout le respect du niveau audio, puisqu'il faut pas que ça sature et il faut que ça respecte un certain niveau, puisque oui, il y a des normes. Encore une fois, je suis pas du tout un pro du son, certaines personnes me diront oui, il faut respecter plutôt telle norme plutôt que d'autres, mais bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi pour ce projet, j'ai respecté la norme de niveau audio EBU R128. Donc EBU R128, c'est une norme européenne de niveau audio pour du broadcast. Je te donne un exemple, quand tu regardes la télé, tu n'as pas besoin de monter ou descendre le volume en fonction des publicités qui va passer. Normalement, tu règles juste ton son, tout simplement parce que les programmes à la télé, eh bien, ils respectent une norme de diffusion, que ce soit pour l'audio, mais également pour la vidéo. À l'inverse, sur YouTube, tu as probablement déjà été confronté au fait, tu changes de vidéo, tu es obligé de monter le volume de je sais pas combien, tu regardes une autre vidéo, tu dois descendre, enfin bref, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas ces normes de diffusion. EBU R128, c'est une norme européenne, c'est pas international et qui est sortie il y a un certain moment. J'ai cru comprendre que maintenant il faut se baser sur BS 1770. L'idée, voilà, alors là je vais le réinitialiser et le démarrer. Hop, quand j'appuie sur play, comme tu peux voir, normalement on n'a pas de... notre plage elle est pas en rouge, tu vois. L'idée, voilà, c'est que quand tu réinitialises, tu appuies sur play, et bien que tes chiffres ils soient pas en rouge, qu'ils soient tous en bleu. Ça signifie que tu respectes bien la norme. Alors là on peut voir que je suis légèrement au-dessus, mais bon ça va, c'est pas à la mort. Pour l'étalonnage, l'avantage c'est que j'ai pas non plus énormément de plans à étalonner, mais quand même ça commence à faire. Il y a 45 plans, 46 plans, et puis ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et j'ai appris sur ce projet que c'était très compliqué d'étalonner des plans à la montagne où tout est blanc, tout simplement parce que quand tu fais tes niveaux, tes balances de couleurs, ta balance des blancs, voilà, que tu règles ta température et ta teinte et tout ça, et bien parfois tu as l'impression que c'est bon, sauf que quand tu reviens 2 minutes après sur ce plan là, et bien tu te rends compte qu'en fait c'est complètement orangé ou complètement verdâtre, tout simplement parce que ton œil il s'habitue au blanc, et donc du coup t'as l'impression que c'est bon, sauf que c'est pas du tout bon en fait. C'est pour ça que vraiment, même s'il faut pas se baser à 100% sur les outils, donc le vector scope et tout ça, c'est quand même vraiment essentiel de se baser dessus, parce que typiquement sur ce genre de plan où tout est blanc, t'as l'impression que c'est bon, sauf que en fait si tu t'étais aidé de ton vector scope, tu te rendrais compte que c'est pas du tout bon en fait. Donc là mes plans drone ils sont tous, mes plans au Mavic ils sont tous avec le drapeau bleu, donc j'active le drapeau bleu, comme ça je me retrouve que avec les plans tournés au Mavic. Un deuxième problème qui cette fois-ci était vraiment technique, c'est pas le fait que mon œil s'est habitué, c'est que les plans au drone ont été tournés avec le DJI Mavic 3, donc c'est un capteur micro 4 tiers, je filme en D-Log en 10 bits, 422 10 bits, et dans ce genre de conditions où on a des très gros dégradés de lumière, où parfois les intensités lumineuses sont vraiment très importantes, donc quand tu filmes le soleil et puis avec tout, le fait que tout soit blanc, forcément tu dois avoir
un ND qui est bien intense. Malgré tout, mon log il est pas parfaitement bien exposé. C'est pour ça que j'ai appliqué un petit denoise, même si en réalité, franchement, ça a été le denoise n'était pas obligatoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ma lutte de conversion Rec 709 déjà au milieu. Elle aurait dû être à la toute fin, tout simplement parce que c'est en étant à la toute fin, en faisant cette conversion qui est vraiment matérielle, qui est technique, que tu vas avoir le maximum de latitude. Ici, on est sur du D-log, donc l'arrivée est en D-log, donc un espace colorimétrique qui est plutôt grand, voilà, forcément, qui est plus grand que le Rec 709 en tout cas. Et puis forcément, les nœuds, ils vont s'additionner. Une fois qu'on arrive au Rec 709, et bien la sortie, elle n'est plus en log, elle est en Rec 709. Et ce qui fait que forcément, je vais avoir beaucoup moins de latitude sur les choses que j'applique après. C'est pour ça que vraiment, ma conversion Rec 709, elle aurait dû être vraiment à la toute fin. Et aujourd'hui, comment je procède, et c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo que moi maintenant, ma timeline, je la mets en DaVinci White Gamut, tout simplement parce que, aujourd'hui, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais appliqué deux conversions. Une conversion au début, et puis une conversion à la fin. Au début, j'aurais converti mon D-log vers DaVinci White Gamut, et puis à la fin, j'aurais converti mon DaVinci White Gamut vers du Rec 709. Et ça m'aurait permis d'avoir une grande latitude, et puis surtout de travailler dans le même espace colorimétrique sur tous mes plans qui sont sur ma timeline, que ce soit sur les plans tournés à la FX3, les plans tournés à la GoPro, les plans du Mavic. Je te ferai une vidéo où j'explique beaucoup plus en détail le pourquoi du comment. J'aurais même dû utiliser des nœuds en parallèle sur tout ça, enfin bref. J'ai appliqué ma conversion Rec 709 qui est juste là. Bref, une fois que c'est fait, j'ai appliqué également un premier nœud qui s'appelle Prima 1, les corrections primaires numéro 1. Je vais faire en sorte que mes plans, tous mes plans ensuite à la chaîne vont pouvoir matcher. Donc je vais corriger l'exposition, je vais corriger la teinte, la température et enfin voilà, de manière à faire en sorte que le plan soit naturel, il soit bien comme ça. Ensuite, j'ai voulu mettre en avant les nuages et j'ai fait une sélection 3D et puis j'ai ajouté un petit peu de flou de manière à faire en sorte que quand je vais relever l'exposition, ça soit pas non plus trop brutal. Alors le truc, c'est que quand j'ai fait cette sélection 3D, hop, on peut voir que si je réinitialise, ça m'a sélectionné plein d'autres choses puisque on retrouve la même couleur, la même intensité lumineuse sur les montagnes, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement fait un masque et puis j'ai mis un gros contour progressif. Ce masque là, je l'ai pas traqué, j'ai rien fait du tout puisque le plan drone est quasiment fixe, tu vois. Il avance vraiment très légèrement, donc j'avais même pas eu besoin de le traquer, je l'ai juste laissé comme ça. Et puis après, je suis allé dans mes courbes, tu vois, et puis je suis venu moduler tout ça de manière à relever très légèrement mes nuages. Voilà, je trouve que ça les met un peu plus en avant. Ensuite, pour le ciel, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais vraiment l'assombrir pour mettre en avant les montagnes et puis le saturer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est exactement le même processus. Ici, j'ai une sélection 3D. Forcément, ça a dû me sélectionner les montagnes et tout ça. Donc j'ai fait une petite power window. Cette power window là, comme on peut voir qu'elle frôle les montagnes et tout ça, je l'ai traqué. On peut voir que la power window bouge en même temps que les montagnes. Et puis à partir de là, avec ma déformation couleur, mon color warper, je crois qu'ils appellent ça comme ça en anglais, je suis venu faire une sélection, étendre ma sélection avec le petit plus et puis tirer mes bleus. Alors j'aurais pu faire autrement, mais bon, je l'ai fait comme ça. Donc là, on est plutôt pas mal, mais on peut voir que si j'appuie sur play, tu vois, ici on a des macro blocs, ça bouge dans tous les sens, tout simplement parce que ça doit foutre le bordel avec une sélection que j'ai dû faire. Mais j'ai dû arranger ça avec les effets que j'ai appliqués. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un léger denoise. J'ai appliqué certains effets avec mon plugin d'enhancer, donc j'ai dû appliquer du grain et un petit peu d'halation. Donc l'halation, c'est ce petit trait rouge sur les hautes lumières, et surtout pour lisser l'image et faire en sorte que les dégradés soient plus agréables et qu'on ait moins cette sensation de bending, tu vois, ici. Alors ici, il est pas très visible sur ce plan là, mais c'était encore plus le cas sur les autres plans. Je suis venu appliquer un effet que je connaissais pas, je sais pas si de base il est utilisé pour ça, mais il s'appelle effet de bande. Donc là, je l'active et comme tu peux le voir, ça va lisser complètement mon image. Et puis après, comme j'ai mis pas mal d'effets et que ça a vraiment bien lissé mon image, ce que j'ai fait, et puis là ça demande à fond en ressources, j'ai appliqué un super scale. Dans l'espace montage, j'ai fait super scale x2, ce qui fait que là j'avais une image qui était juste magnifique avec une résolution de ouf. Un autre plan Mavic plutôt intéressant en termes de séparation des sujets. Donc là, il se trouve que j'ai filmé au téléobjectif du Mavic 3, donc il filme pas en log, on est directement en Rec 709. Et alors forcément la qualité est beaucoup moins bonne, mais ça nous offre directement une compression de l'arrière-plan qui est super intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai fait mes corrections primaires en numéro 1. Ensuite, comme tu peux le voir ici, c'est complètement vert jaune, l'arrière est complètement bleuté et au niveau du bruit, c'est vraiment pas dingue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu vraiment isoler chaque partie, que ce soit le ciel, les nuages, la montagne, les nuages ici et puis le premier plan. Donc je suis venu isoler mon ciel dans un premier temps. Pour ça, j'ai directement fait une sélection 3D et puis après avec un petit power window, puisqu'il avait dû me sélectionner
sélectionné en dessous, voilà, tu vois, il m'a sélectionné ici au premier plan. Et puis ce masque là, j'ai même pas eu besoin de le traquer puisque l'horizon, le ciel restait au même niveau, donc il est resté comme ça. Et puis à partir de là, je suis venu saturer mon ciel, tu vois, de la même manière avec ma petite déformation couleur, tu vois. Après pour la montagne, en arrière-plan, ça manquait cruellement de contraste et puis surtout c'était beaucoup trop bleuté, on dirait que c'était le ciel limite. Donc du coup, je suis venu isoler cette zone. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un masque directement qui sélectionnait tout le reste sauf le premier plan. Alors le truc c'est que le tracking a marché au début jusqu'ici, tu vois, et puis après il a décroché. On peut voir qu'il y a un petit décalage qui se ressent pas à l'étalonnage, mais il y a un petit décalage, ce qui fait que à ce moment-là, j'ai dû reprendre le relais en manuel, donc j'ai mis des petites keyframes, tu vois. Ce plan-là, il m'a donné quand même pas mal de fil à retordre en termes de séparation. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai ma correction avec 109 qui est juste là, tu vois, on le voit avec le petit logo lutte. Ensuite, je vais avoir directement ma correction primaire comme d'habitude. Ensuite, on a ce nœud-là qui est vraiment très important, tout simplement parce que c'est lui qui joue tout le rôle de tous les nœuds qui vont suivre juste après. En fait, il m'a permis, c'est une carte de disparité, c'est un effet qui est dans DaVinci Resolve, et ça va te permettre de sélectionner une certaine profondeur. Donc en l'occurrence, si tu lui dis sélectionne avec tous les réglages, hein, bien évidemment, mais en gros, tu vas pouvoir lui dire ok, je veux que tu sélectionnes le premier plan, il y a l'arrière-plan, ou enfin voilà, tu joues avec la zone. Mais bref, tout ça pour dire que lui, il a joué un rôle très très important, puisque comme tu peux le voir quand je l'active, eh bien on peut voir que ça sélectionne uniquement l'arrière-plan. Alors ça marche pas tout le temps, comme tu peux le voir là, on a des branches, les nuages aussi, ça fout quand même pas mal le bordel. Donc cette carte de disparité qui m'a permis d'isoler une certaine zone, j'aurais pu le faire avec une power window, mais je trouve que là, le fait que ça fonctionne bien, quand ça fonctionne, eh bien c'était parfait. Bien ça m'a permis en l'occurrence ici sur ce premier nœud, eh bien de sélectionner l'arrière-plan. On le voit directement ici dans mon onglet alpha, tu vois, je sélectionne l'arrière-plan, et puis à partir de là, avec mes courbes et puis la déformation de couleur et tout ça, ça m'a permis de rehausser un petit peu mon ciel, faire en sorte que il y ait plus de contraste, qu'on voit le ciel bleu, les nuages, alors qu'avant ça ressemblait pas à grand chose. Tu vois ici quand je l'active, eh bien on a beaucoup plus de profondeur, la montagne en arrière-plan qui ressort beaucoup plus. Une fois que c'est fait, eh bien avec un deuxième nœud ici, eh bien je suis venu rehausser mon premier plan. Tu vois. Alors comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement pris la sortie alpha de mon nœud que je suis venu relier à mon second nœud. Donc là ici on peut voir que quand je vais dans alpha, eh bien ça sélectionne que l'arrière-plan, sauf que nous on veut sélectionner le premier plan. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais inverser l'alpha. Voilà, je l'inverse. Donc à partir de là, hop, on passe sur mon premier plan et je vais pouvoir faire des modifications qui sont au contraire du masque qu'on avait en amont. Et j'ai également ce nœud là que j'ai liblé, que j'ai appelé correction teinte nuage. Mes nuages étaient un petit peu rosés, donc je les ai un petit peu plus bleutés. Et tout ça, je les ai directement mis dans un parallèle mixeur. Ce plan là aussi est super intéressant parce qu'on peut voir que le plan comme ça il est vraiment très joli, mais le problème c'est que le ciel il y a aucune info, hein, c'est complètement voilà, ça sort pas du lot quoi, alors que là directement je suis venu faire un masque et avec les corrections, et bien ça m'a permis de remettre à niveau tout mon ciel. Sur ce plan la FX3, alors là il est déjà étalonné, je te montre juste la modification qui est intéressante. L'ours n'est pas mis en avant, l'espèce de petite statue, donc pour cela je suis venu faire un masque directement sur la statue en respectant bien les dents et tout ça parce que sinon ça allait vraiment se voir. Le masque je l'ai traqué avec l'outil tracking, et puis ça m'a permis de faire certains ajustements sur la petite statue, l'ours, et puis après j'ai utilisé la sortie alpha que j'ai reliée à ce nœud là. La sortie alpha je l'ai inversée, voilà, pour pouvoir sélectionner tout le reste sauf l'ours, et comme ça sélectionnait tout le reste, et bien ça allait aussi sélectionner les maisons. C'est pour cela que sur ce second nœud, j'ai également fait encore un autre masque pour sélectionner uniquement le ciel. Encore une fois, c'est un masque que j'ai traqué, et puis à partir de là, je suis venu faire des corrections d'exposition pour pouvoir bien avoir ce coucher de soleil. Sur les plans FPV, je te montre juste les modifications intéressantes puisque il y a rien de plus hein, finalement par rapport à avant, mis à part que j'ai comme tout le reste, hein, j'ai appliqué un certain look que j'ai pas détaillé dans la vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment avoir une sensation de vitesse, beaucoup de flou et de vignettage dans les coins pour vraiment avoir cette sensation de grandeur et de vitesse. Donc pour cela, eh bien je suis venu surtout ici, tu vois, sur ce plan là où j'ai fait une animation, tu vois, pour vraiment. Ici on est vraiment sur un plan, voilà, on voit tout le paysage et tout ça, et puis après on plonge, et puis là on a cette sensation de vitesse qui augmente, et puis cet effet mini ward. J'ai créé un effet mini ward en mettant beaucoup de flou dans les coins. Sur ce plan drone aussi on peut voir que ici on a l'ombre du drone au sol, et ça j'aime bien aller dans le détail, donc je voulais vraiment l'effacer. Donc c'est assez rapide hein, finalement. On peut voir que après étalonnage, et bien hop, on n'a plus du tout l'ombre du drone. Donc comment j'ai procédé? Et bien tout simplement j'ai créé un premier nœud. Voilà, ce premier nœud en fait, et bien je suis venu hop, mettre un petit masque circulaire sur l'ombre du drone, et puis que j'ai traqué image par image. Voilà, c'est un processus qui est assez long. Une fois que c'est fait, que mon masque circulaire traque bien l'ombre du drone, et bien je suis venu relier la sortie alpha à un deuxième nœud, à un effet qui s'appelle remplacement du patch. À ce moment-là, remplacement du patch, je lui ai dit que tu vas te baser sur la couche alpha. Comme on a déjà fait un masque auparavant, et bien je suis venu relier la sortie alpha à ce masque là. Je lui ai dit base-toi sur la sortie alpha pour remplacer ce masque là, et
puis ensuite bah voilà, c'est certains petits ajustements et puis c'est ce qui fait qu'on arrive à ce rendu là, qu'on voit plus du tout l'ombre. Tu vois, si j'appuie sur play, t'as beau regarder image par image, tu vois plus du tout l'ombre du drone, tu sais pas où elle est. Et bien voilà pour cette vidéo, c'était un peu long mais bon, je me suis dit quitte à détailler comment j'ai fait ce projet, et bien autant aller dans le détail jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura plu. Si t'as besoin de suivre mes petits tutos, formations et tout ça, je te mets tout ça dans la description. Il y a toute une playlist. Ils sont sortis à un petit moment, mais là je suis en train de travailler dessus pour pouvoir recréer plein d'épisodes et puis surtout avancer dans cette série. N'hésite pas à aller voir le projet fini à la suite si tu ne l'as pas vu. Je te mets encore une fois le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. Code créateur Lucas dans la boutique IPLN. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!